suis heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ida Nouveau TV, Nouvelle Identité, où nous recevons pour vous chaque lundi à 16h30 un invité pour échanger sur un sujet, sur différents domaines de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, c'est le premier numéro de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024 à tous les téléspectateurs de Ida Nouveau. Je vous souhaite une très bonne année 2024 remplie de bénédictions de l'Éternel, des bonnes choses. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je ne suis pas avec Dieu merci. Non, aujourd'hui, je ne suis pas avec lui. Mais je ne suis pas seule non plus. Je suis avec un invité. Je suis avec un invité, un monsieur, un très beau monsieur, oui. C'est un très beau monsieur qui va parler d'un sujet. Un sujet qui a fait la une à la fin de l'année 2023. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur ces sujets. Mais avant tout, avant de vous donner ces sujets, j'aimerais qu'on passe un peu à l'enquête d'identité de notre invité qui s'appelle Monsieur Jordan Kafwa. Bonjour Monsieur Jordan. Bonjour Madame la journaliste, merveille à vous. Merci beaucoup pareillement. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous suivent? Je m'appelle Jordan Kafwa, je suis jeune Congolais, je suis licencié en relations internationales, acteur politique, philanthrope et puis scientifique. Je suis l'assistant de M. Faustin Ika Ilupu que j'ai sali en passant. Et je lui présente aussi mes vœux le meilleur pour cette année 2024. Merci beaucoup. Toujours dans l'enquête d'identité, pour vous connaître encore plus, est-ce que vous pouvez nous dire, je sais que c'est drôle, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aimez manger? C'est toujours dans l'enquête d'identité. Là, c'est un secret que je vais dévoiler à la place publique. Combien vous chaussez alors? Ouais, 42, là, ça peut aller. Mais c'est toujours dans l'enquête d'identité. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous avons un sujet politique. Nous allons parler aujourd'hui avec notre invité qui est Monsieur Jordan Kafwa. Nous allons parler de la gestion de la ville de Kinshasa et les élections. Un sujet qui a fait la une à la fin de l'année 2023. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur ces sujets, mettre un peu d'éclairage, décortiquer quelques points sur ces sujets. Alors, je répète encore les sujets. La gestion de la ville de Kinshasa et les élections. Monsieur Jordan, commençons avec le premier point qui est avec la gestion de la ville de Kinshasa. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quel bilan faites-vous de la ville de Kinshasa pendant le premier mandat du président Félix Tshisekedi? Merci Madame la journaliste. Cette question, elle mérite d'être répondue de la plus belle manière et tout en étant sincère. La gestion de la ville-province de Kinshasa pendant ce premier quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je dirais, il est catastrophique. Le bilan est vraiment catastrophique, de telle enseigne que tout ce qu'on nous avait promis comme belle vie, comme propriété, sécurité, consort pour la ville-province de Kinshasa, on n'a jamais vécu cela. Donc le bilan est largement catastrophique. Mais il y a eu la construction des routes, il y a quand même eu la construction des hôpitaux, il y a eu aussi plusieurs constructions des maternités, la gratuité de l'enseignement. Mais malgré tout ça, vous dites que les bilans est négatif. Est-ce que vous pouvez décortiquer un peu votre point de vue sur ces sujets? D'entrée déjà, je dirais que la problématique de la gratuité de l'enseignement ne relève pas de la compétence du gouvernement de la ville-province de Kinshasa. Mais ce n'est pas un pas vers un pays... Là, c'est là il manque de la responsabilité du gouvernement central. Et c'était la vision du chef de l'État qui a été exécutée par le gouvernement central. Vous avez épinglé ici la construction des routes. Bon, la seule route où je peux dire qui a été construite, c'est la route Elenguessa. Parce que on savait l'impraticabilité. Mais au niveau de Verkis, il y a aussi des routes qui ont été inaugurées, construites. C'est des choses différentes. Mais il y a aussi de nouvelles routes à part Elenguessa parce que... Et la ville de Kinshasa n'a pas de route praticable. Là, vous n'allez pas me contredire. Partout où vous passerez, vous verrez qu'il y a des trous. Partout où vous passerez, vous verrez qu'il y a des embouteillages. Ces embouteillages sont causés par l'impraticabilité des routes. Lorsque nous devons faire un bilan, nous devons partir
du point 0 jusqu'au point, je sais pas moi, 10, selon l'échelle de mesure, on peut prendre de 0 à 10. Et si on prend de 0 à 10 par rapport aux routes que nous avons dans la ville-province de Kinshasa, c'est 2 sur 10. Et lorsque vous avez 2 sur 10 à une interrogation, là, vous avez échoué. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a eu certaines constructions. Au départ, on nous avait vendu l'image de Kinshasa zéro trou, qui pour moi, du reste, n'est qu'un slogan créé. Parce que partout, il y a des trous. Et la construction des universités, alors ne vous dit rien? Là, c'est ça. Je reviendrai encore sur ça. Cela ne manque pas de la responsabilité du gouvernement, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais c'est quand même pas vers le développement. Un pas vers le développement, mais cela doit être mis dans l'actif du gouvernement central, du gouvernorat central. C'est pas dans l'actif du gouvernorat provincial. Vous ne pensez pas que cette responsabilité revient au gouverneur de la ville de Kinshasa? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce qu'il a été actif? Est-ce qu'il a été... Il a initié des projets qui ont été très bien acceptés par la population quinoise. Mais après, qu'en est-il de tous ces projets? Il n'y a rien. Aujourd'hui, l'insécurité bat son plein. La ville est vraiment sale. La ville-province de Kinshasa, elle est vraiment sale. Je vais vous choquer. Lorsque les gens arrivent en République démocratique du Congo, pour la première fois, l'image qu'ils ont de cette ville, de notre capitale, c'est que Kinshasa est très sale. Vous savez pourquoi? Parce que les 2 communes qu'ils fréquentent en premier lorsqu'ils sont à Kinshasa sont très sales. La commune de Kimbatse qui est la commune de Massina. Ce sont des communes les plus sales. Et dès qu'une personne arrive déjà à Kinshasa, elle est frappée plutôt par la saleté. Et quelle image cette personne aura? Que Kinshasa est sale. Or, nous disons toujours que Kinshasa la belle, Kin Bopeto, Kin propre. Mais la réalité c'est autre. La réalité c'est autre. Là, c'est parce que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa n'a pas des initiatives, ne savent pas comment faire des choses afin de remettre à la ville-province de Kinshasa sa lettre de noblesse. Mais comment faut-il faire les choses selon vous? On doit aller petit à petit ou on doit tout inaugurer ou on doit tout construire? Il y a un adage qui dit la roue a déjà été inventée. Tout ce que nous vivons ici, ça a été déjà fait, vécu par des gens il y a longtemps. En droit de l'environnement... Comment est-ce qu'on doit prendre soin de la ville de Kinshasa? En droit de l'environnement, il y a 4 principes de base pour protéger l'environnement. Il y a, premièrement, le principe de participation. Lorsqu'on parle du principe de la participation, on voit la participation de tous, de la base au sommet. Aujourd'hui, madame, si nous avons dans chaque commune une avenue propre, donc chaque commune, nous avons chaque avenue de chaque commune propre, nous aurons un quartier entier propre. Et lorsque nous avons un quartier propre, nous aurons aussi une commune propre. Vous pensez que c'est la responsabilité de la population ou de gouvernement? Je dis que cela doit commencer de la base au sommet. Mais pour que la population se sente aussi dans la chose, elle doit être intéressée. Vous pouvez imaginer... Là, nous sommes dans la participation. Oui, nous sommes dans la participation. Nous sommes dans une avenue où il y a un chef de riz qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Pendant que sur son avenue, il y a des caniveaux qui ne sont pas curés, il y a de la saleté partout. Ce chef de riz-là, ça ne lui dit absolument rien. Or, si et seulement si il participait à la propriété de la ville, déjà son avenue allait être propre. Et si chaque avenue est propre, nous aurons des quartiers propres. Et si nous avons des quartiers propres, nous aurons des communes propres. Et si nous avons des communes propres, c'est toute la ville de Kinshasa qui sera propre. Sur tout le monde doit participer. Les chefs de riz doivent mettre en pratique qu'est-ce que je peux dire, ils doivent faire le suivi à tout moment.
Lorsqu'il se réveille, c'est son travail de chaque jour. C'est lui qui met la saleté devant sa parcelle. Il doit être puni par la loi, parce que la loi punit toutes ces personnes-là. Il y a un principe dans le droit d'environnement, le principe de pollueur-payeur. Les gens qui doivent beaucoup plus payer, ce sont des personnes qui polluent beaucoup plus la nature. Déjà, lorsque tu ne sais pas assainir l'environnement devant ta parcelle, tu dois être puni et prochainement, tu ne le feras pas. Il y a le principe de précaution et le principe de prévention. Parmi les 4 principes... Pardon, revenons un peu sur la participation. Oui. Et lorsqu'on ne respecte pas les règles, lorsqu'on ne respecte pas les règles chez soi et qu'on doit être puni, ce sont les gens d'une entité, d'un secteur qui doit aller voir l'État, ou c'est qui doit plaider? Les chefs de rue, c'est les représentants numéro 1 du gouverneur. Donc c'est un appel fait au chef de rue. Mais il doit être conscientisé. Il a aussi un chef auprès de qui il doit rendre compte. Et son chef là aussi un supérieur auprès de qui il doit rendre compte. Cela doit maintenant être le travail du gouverneur de la ville. Il doit intéresser toutes ces personnes-là. Il doit interpeller le bourgmestre, et le bourgmestre, à leur tour, ils doivent interpeller le chef de quartier. Les chefs de quartier, à leur tour, doivent interpeller les chefs de rue. Ça doit partir du gouverneur jusqu'au chef de rue. Afin que tout le monde se sente intéressé, afin qu'il y ait la participation de tous. Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un, un Quinois, jeter des bidons partout, de la saleté partout, pendant qu'on peut faire mieux les choses. Je vous choquerai, madame. Déjà, si le numéro 1 de la ville se permet de manger en cours de route et jeter la saleté, qu'est-ce que vous attendez de la population? Vous pensez que King Bopeto était un échec? C'est... bon, pour moi, King Bopeto n'a jamais existé. Au vrai sens du terme. King Bopeto n'a jamais existé. C'était juste un slogan creux qui pour moi était bénéfique pour une catégorie de gens. Mais du reste, depuis que cette campagne a été lancée, Kinshasa n'a jamais été assaini. Vous avez parlé du premier point qui est la participation, mais vous n'avez pas achevé avec le deuxième point. Il y a le principe de participation que nous avons cité, il y a le principe de précaution. Nous devons prendre des précautions pour que la ville ne soit pas sale. Quelles sont les précautions prises pour que la ville ne soit pas sale? Il n'y a pas de poubelle publique, il n'y en a pas. Mais sur certains coins de la rue, vous reconnaissez quand même qu'il y a des poubelles, non? Je ne sais pas si vous pouvez en citer. Mais il y a aussi des érosions où les gens vont jeter les insalubrités. Là c'est d'une manière préventive. Là, c'est aussi un autre principe. Là, maintenant, nous devons prévenir le risque qui est déjà là. Mais nous devons prendre les précautions pour que la ville soit propre. Quelles sont les précautions prises jusque-là, depuis le lancement de King Bopeto pour que la ville soit propre? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai été même surpris de voir à la fin de l'année, pendant qu'on s'apprêtait à aller aux élections, on nous balance encore une autre campagne de King Bopeto, assainissement de la ville, patati patata. Et aujourd'hui, si vous allez sur la route menant vers Bokassa, cette route est impraticable. Pourquoi? Parce que nous voulons faire des choses précipitamment, nous voulons faire des choses pour essayer de plaire aux gens et cela ne va pas marcher. Si nous faisons des choses pour plaire aux gens, cela ne va pas marcher. Est-ce que, parlons un peu des problèmes de la vie de Kinshasa. Vous avez parlé de l'insalubrité, mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui sont à la base? Oui. Est-ce que vous pouvez en citer et décortiquer ces problèmes? Le problème, parce qu'il y a est entré avec l'environnement ou est entré avec toute la ville province de Kinshasa. Parce que nous avons beaucoup de problèmes dans cette ville. Notamment, dans cette ville, il n'y a pas l'autorité de l'État. Il n'y a pas l'autorité de l'État, madame. Dans cette ville, vous n'allez pas être... vous n'allez pas me contredire sur ce plateau. Aujourd'hui, nous vivons l'insécurité grandissante dans cette ville. Aujourd'hui, les Koulouna bas sont pleins. Où est l'autorité de l'État dans tout ça?
Où se trouve l'autorité de l'État? Aujourd'hui, la population ne peut plus se permettre de se déplacer après 19h, 20h dans certains coins de la ville, pendant que nous sommes dans la capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, s'il y a des accidents par-ci, par-là, dans la ville-province de Kinshasa, c'est parce qu'il y a manque d'autorité de l'État. Voyez-vous le genre de véhicules qui circulent sur la ville-province de Kinshasa? Et ce sont des véhicules qui pouvaient circuler dans la capitale. Des véhicules qui manquent de faits de signalisation, des véhicules qui manquent de rétroviseurs, des véhicules qui manquent de freins. Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État, madame. Or, s'il y avait l'autorité de l'État, tous ces véhicules-là n'allaient plus circuler. Ici, sur ce plateau, j'ai tout ce que nous devons savoir sur le montant à payer en cas d'infraction ou de contravention routière. Les motards ici, chaque jour, il y a des contraventions routières. Et vous savez combien la ville-province de Kinshasa est en train de perdre juste avec ces contraventions ou avec des infractions que la population est en train de commettre. Nous sommes dans une capitale, mais moi je dirais c'est une jungle. C'est la jungle. Nous ne vivons pas vraiment dans une capitale proprement dite. Il y a même des autorités qui devaient faire respecter la loi, qui piétinent la loi qu'ils devaient faire respecter. Vous venez de parler du premier mandat qui, selon vous, est un échec. Mais parlons un peu de ce nouveau mandat qui vient de commencer. Le deuxième mandat, comment vous pensez que ça sera? Moi, je souhaiterais que, à la tête de la ville-province de Kinshasa, dans ce deuxième quinquennat, qu'on ait un technocrate. Un technocrate, quelqu'un qui maîtrise mieux l'administration, quelqu'un qui maîtrise mieux la société dans toute sa globalité, et quelqu'un qui maîtrise mieux la politique. Et une telle personne ne peut qu'être le fruit de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Pourquoi? Parce que cette personne-là maîtrise tout. Il maîtrise l'administration dans sa globalité, dans sa totalité. Il maîtrise la société, il maîtrise aussi le rouage politique. Parce que lorsque quelqu'un est ici de sciences sociales, administratives et politiques ou un juriste de formation, c'est quelqu'un qui a toutes les notions de base et entre avec la société, et entre avec l'administration, et entre avec la politique. Et lorsque vous avez à la tête de cette ville quelqu'un qui maîtrise tout, vous pensez que ceux qui sont en tête ne maîtrisent pas toutes ces leçons? Ce sont des gens qui ont fait des bois et forêts, la mécanique, l'électricité, j'aimerais un peu anticiper sur les élections. Est-ce que vous avez vu l'engouement qu'avait la population lorsque le président était réélu? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous dites que le bilan était négatif. Non, mais il y a quand même la population qui s'attendait à ce que... Le bilan dont nous avons fait mention ici, c'est le bilan de la ville-province de Kinshasa. Oui, nous allons revenir sur les provinces. Mais lorsque nous parlons du quinquennat, du chef de l'État, moi je dirais le bilan est positif. Le bilan est positif, malgré que certains domaines de la vie n'ont pas été touchés, mais le bilan est positif. Le bilan est positif. Bon, allons un peu en province. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans les provinces pour dire que le président n'a pas bien joué son rôle? Bon, je ne parle pas ici du président de la République parce que c'est une personne que j'ai beaucoup d'estime, c'est une personne que je respecte très bien, c'est une personne que je salue les efforts qu'il est en train de fournir, je salue la vision du développement qu'il a pour ces pays, parce qu'avant lui, le Congo se trouvait dans un trou noir. Mais vous reconnaissez quand même qu'il a fait quelque chose. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour que le Congo soit le pays qu'il est aujourd'hui. Mais pourquoi avant le Congo, sans vouloir vous interrompre, mais pourquoi dire que le bilan est négatif? Je vous ai parlé du bilan de la ville-province de Kinshasa. Et non du bilan du président de la République. Donc vous avez deux facettes. Non, je n'ai pas deux facettes. Je suis sincère.
j'aime pas être hypocrite, moi. Donc le bilan a été positif. Sur le plan des gestions de la ville-province de Kinshasa, là je persiste que le bilan est largement négatif. Il est catastrophique. Mais lorsque nous prenons le bilan général du quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vous n'allez pas me contredire sur ces plateaux que le bilan est positif, sans compter quelques domaines de la vie qui n'ont pas été touchés. Mais je crois que avec son programme politique qui nous a dévoilé pendant sa campagne électorale, je crois que les domaines de la vie qui n'ont pas été touchés pendant le premier quinquennat sera touché et la population quinoise sera encore dans la joie. Mais cette joie n'était pas seulement à l'intérieur du pays, même sur l'étendue de Kinshasa, il y avait aussi une grande population qui attendait à ce que le président soit réélu. Oui, parce que vous savez, lorsqu'un président est aimé de sa population, il n'a pas peur des conjurations. Vous savez autant que moi combien de pièges qui lui ont été tendus pendant le premier quinquennat. Attends. Mais comme il était aimé par sa population, il a su éviter tous ces pièges-là. J'aimerais comprendre une chose. Selon vous, pourquoi est-ce que le président a été aimé par la population? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit aimé, selon vous? Les gens qui ont l'œil du futur comprennent que les Congo étaient dans un trou noir. Il nous a tiré de ces trous noirs et il est en train de nous amener vers le développement. Avant lui, on ne pouvait que compter sur un budget de 4 milliards. Mais avec lui, nous avons un budget de 16 milliards. C'est largement positif. Avant lui, il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement. Avec lui, il y a la gratuité de l'enseignement. Avant lui, il n'y avait pas la gratuité de la maternité. Avec lui, il y a la gratuité de la maternité. Avant lui, les Congo étaient quasi absents sur la scène internationale. Mais avec lui, les Congo est représenté dans toutes les institutions du monde. Ce sont des choses que les gens, les personnes qui ont l'œil du futur ont vu et ils se sont dit que oui, cet homme, c'est celui qui est appelé à nous sortir de l'esclavagisme afin de nous amener dans le pays où les lieux où coule les lieux le miel. Vu cette comparaison des provinces, de l'intérieur du pays et de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous aimeriez que le président puisse faire pour que ça soit égal 50-50? Bon, déjà nous avons en République démocratique du Congo des entités territoriales décentralisées. Les provinces sont devenues autonomes. Il faudrait juste mettre des gens, lors des élections de gouverneurs, il faudrait qu'on mette vraiment l'accent sur des gens qui peuvent apporter des initiatives constructives. Il ne faudrait pas choisir des gens sur base de leur appartenance ethnique, politique ou je sais pas moi quoi. Mais il faudrait choisir des gens qui vont partager la vision premièrement du chef de l'État, qui seront des gens qui, même si le chef de l'État n'est pas là, nous allons voir que le travail est en train d'être abattu de la plus belle de manière. Ne choisissons pas des gens seulement parce qu'il est le frère de tel, il est le cousin de qui que ce soit, il est de la tribu de telle personne, il est de la province. Non, avec cette pratique-là tribale, nous ne serons pas avancés. Parce que le tribalisme, c'est un cancer qui gangrène notre pays. Cela ne nous permet pas d'avoir des gens capables de diriger cette nation. Parce que nous faisons des choses sur base d'une appartenance ethnique. En 2019, j'avais fait une proposition dans toutes les institutions du pays, notamment. C'était un mémo écrit au président de la République, dont j'ai réservé copie à toutes les institutions. À l'époque, il y avait M. Ilou Kamba comme Premier ministre, Janine Mabunda comme président de l'Assemblée nationale, et puis M. Alexis Tambwe Mwamba comme président du Sénat. Nous avons proposé à ce que dans le prochain gouvernement qui devait sortir, qu'il n'y ait pas dans chaque gouvernement plus de 20% de ressortissants de la même province du ministre, mais chose qui n'a pas été faite parce qu'à l'époque on avait des gens qui n'avaient pas vraiment
l'intérêt général de la nation comme leur point commun. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas nous laisser faire. Cette fois-ci, juste après la prestation du serment du chef de l'État, nous allons encore y revenir sur cette affaire. Nous allons encore adresser un mot au chef de l'État et puis nous allons apporter aussi des vidéos à l'appui qui prouvent qu'il ne faudrait pas choisir des gens sur base de leur appartenance politique ou ethnique. Il faudrait choisir des gens capables de faire en sorte que ces Congos soient ces géants que nous avons connus avant les chaos que nous avons eu dans ce pays. Mais est-ce que l'Assemblée provinciale joue bien son rôle? L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas bien joué son rôle parce que au départ déjà la gestion du premier citoyen de la ville-province de Kinshasa n'était pas bonne. Et lorsqu'il y arrivait de mentions de censure, de mentions de sanctions, des questions de débat oral contre lui, le président de l'Assemblée provinciale le protégeait à l'époque. Et nous avons tous vu après qu'ils ont eu des couacs de mésentente entre eux. Il a voulu nous faire croire que c'était un voleur. Mais lorsque la population criait au départ que c'était pas une bonne personne, lui nous faisait croire que c'était la bonne personne. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des choses qui ne doivent pas être faites sur base des appartenances politiques. Il y a des choses qui ne doivent pas être sur base des appartenances ethniques. Il y a des choses qui ne doivent pas être faites parce que telle ou telle autre personne, c'est mon ami, c'est le cousin de mon frère, c'est le cousin de mon ami, c'est le cousin de mon ex. Non, il faudrait faire des choses parce que, vous savez madame, nous n'avons qu'un seul dénominateur commun. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez du centre, nous avons tous un seul dénominateur commun qui est la République démocratique du Congo. Tant que ce pays ne sera pas développé, tant que ce pays demeurera toujours dans les trous noirs, tant que ce pays ne va pas être ces géants au milieu de l'Afrique, laissez-moi vous dire, madame, nous allons commencer à vivre que dans la précarité, dans la misère, dans la souffrance. Et pour que ce pays puisse mieux sortir de son trou noir, nous devons avoir des gens à la tête du pays qui peuvent partager leur vision, qui peuvent transmettre leur vision au niveau de la population afin que cette population participe aussi au développement de cette nation. Parce que même la population doit savoir que nous n'avons qu'un seul dénominateur commun qui est le Congo. Tant que ce pays n'est pas sorti du trou noir, nous allons commencer à nous lamenter à tout moment. Même si on prenait le meilleur président, je ne sais pas moi qui, le meilleur président du monde, on le mettait ici au Congo. Tant que la population n'a pas l'esprit participatif, cette population-là ne verra que la précarité, la misère dans tout ce qu'elle va faire. Allons un peu plus loin avec la question, M. Jordan. Il y a quelques jours, nous venons de commémorer la journée des martyrs, le 4 janvier. Où il y a eu l'annulation du meeting, c'était en 1959, où il y a eu l'annulation du meeting du feu président Joseph Kasavubu. Mais est-ce que vous pensez que cet acte et cette journée fériée en vaut la peine aujourd'hui? Bon, comme je vous ai dit au départ que j'aime être sincère, mon pays a eu l'indépendance d'une manière précoce, un peu précipitée, parce que moi, j'ai toujours dit, en 1960, les Congos n'étaient pas encore prêts pour être indépendants. Là, nous devons le reconnaître. Parce qu'une année après l'indépendance, nous avons vu tout ce qui s'était passé. Il y a un premier ministre qui, de son côté, révoque le président de la République. Et le président de la République, de son côté, révoque le premier ministre. Il y avait déjà guerre. Pourquoi? Parce qu'on ne s'était pas préparé à être indépendant. Il n'y avait pas vraiment d'élite sur tous les domaines de la vie. À l'époque, on n'avait que des D4. Je ne sais pas si il y a des gens aussi qui ont fait ces constats ensemble avec moi. Tous les pays africains qui ont été indépendants en 1960 ont du mal à décoller, ont du mal à se développer. Mais tous les pays qui ont eu l'indépendance 20 ans après,
30 ans après, ces pays-là sont des pays aujourd'hui émergents. Et moi, je dis toujours, le plan proposé par le professeur Van Bilsen, c'était un bon plan, mais qui a été mal vu parce que le vieux qui était là à l'époque avait aussi besoin d'être appelé Excellence. Ils en avaient marre d'être des torchons. Ils en avaient marre d'être des gens qui suivaient le blanc partout. Ils voulaient aussi être appelés chef. Ils voulaient aussi être appelés Excellence. Ils voulaient aussi, à son tour, avoir aussi des gens qui lui couraient derrière. Voilà pourquoi nous avons eu l'indépendance précipitée. Mais je ne saurais pas cracher sur la mémoire de toutes ces personnes-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour que le Congo soit indépendant. Nous ne pouvons que commémorer leur mémoire toutes les fois que nous le pouvons. Merci beaucoup, M. Jordan. Fidèles téléspectateurs, vous êtes en direct de votre émission Nouvelle Identité. Nous sommes avec M. Jordan Kafoua, avec qui nous échangeons sur les sujets la gestion de la ville de Kinshasa et les élections. Entamons à présent le deuxième point, qui est les élections. M. Jordan, quel est votre jugement par rapport à l'organisation des élections? J'aimerais ici présent d'entrée des jeux par rapport à cette thématique que nous venons d'aborder, féliciter le président de la CENI, M. Denis Kadima. C'est une personne qui, malgré les imperfections, a abattu un travail remarquable. Parce qu'avec les temps qui n'étaient pas notre plus grand allié, il a quand même tenu à organiser les élections au délai constitutionnel. Chose que les autres personnes auparavant n'ont pas réussi à faire. Mais lui, il l'a fait. Et avec lui, nous avons connu les élections, pour moi, les plus crédibles, transparentes et démocratiques. Pour moi, je l'ai dit, très bien pour moi. Parce que j'aime être sincère. J'aime pas être hypocrite. J'aime pas être hypocrite. Il y a de ces choses où nous n'avons pas connu avant, mais avec lui, cela c'est son fait. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Il faut être quelqu'un de déterminant. Il faut être quelqu'un qui tient vraiment au pays. Il faut être un vrai patriote pour arriver à accomplir ce que ce monsieur a fait. Les sentiments que j'ai, c'est un sentiment de joie. Parce que le peuple a tranché sur la voie démocratique. On nous disait bien avant, on écoutait par-ci, par-là, que patati patata, il n'y aura pas élection. Mais le peuple était déterminé. Nous avons eu nos cartes d'électeurs, malgré que les cartes avaient des problèmes. Mais à la fin, M. Kadima nous a dit qu'on pouvait aussi voter avec ou sans carte d'électeur. Il suffisait que vous vous rendez là où vous avez été enrôlé afin de voter. Donc ce sont des choses qu'il faudrait corriger dans les années à venir, mais qui du reste demeurent des leçons à retenir pour organiser encore les meilleures élections après 2028. Mais il y a quand même eu la population qui s'est plaint, et jusqu'aujourd'hui, il y a de ces gens qui disent, de ces Congolais qui disent que les élections ont été très mal organisées. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu la prolongation d'un jour, et aussi parce qu'il y a ceux qui disent aussi qu'ils ont eu à voter plus d'une fois. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Madame, voter, c'est un droit civique. On ne peut pas priver quelqu'un de ses droits. Deux fois. Ses droits... Non, j'ai dit voter. Parce que vous avez dit prolongation. Je suis d'abord dans l'aspect prolongation. On ne peut pas priver un citoyen congolais de ses droits constitutionnels. Parce que voter, c'est un droit qui lui revient. Et c'est un devoir civique pour tout Congolais de voter la personne de son choix. Il y a eu prolongation d'un jour parce que lors de la distribution des kits électoraux, il y avait eu quelques bureaux de vote qui n'avaient pas reçu de machine à temps.
Mais quand bien même que ces machines-là étaient venues, il fallait que les gens aillent voter. Alors si ces gens-là n'étaient pas partis voter, quelle serait l'importance de ces déplacements? Et dans les bureaux de vote où il y a eu des protocoles qui n'ont pas eu accès dans les bureaux, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Les témoins, madame, chaque regroupement avait droit à 2 témoins par bureau de vote. Et on avait plus de 100 regroupements. Mais la population était observateur. N'oubliez pas ça. La population observée, a suivi de près le déroulement des élections. Madame, les gens qui disent que les élections n'ont pas été très bien organisées, bon, je sais pas. Dans l'échelle des 100, et ceux qui disent que les élections n'ont pas été très bien organisées, qui nous disent sur l'échelle de 100 à combien ils disent que les élections n'ont pas été bien organisées. Moi j'ai dit, si sur les 100%, nous avons 3% ou 5% des irrégularités, cela ne veut pas dire que les élections ne se sont pas très bien déroulées. Parce que ce n'était pas dans toutes les provinces. C'était dans quelques milliers où il y avait impraticabilité des routes, et il y avait des problèmes moi-même je l'ai vécu au niveau de Gombe ici. Les bulletins de vote sont venus en retard, mais il y a eu des gens qui ont voté jusqu'après 21h. Parce que c'était important de le faire. Bon, concernant toujours la crédibilité des élections, je sais que vous êtes au courant, parce que ça fait la une depuis quelques temps, sur l'annulation de suffrage de 82 députés. Est-ce que malgré ça, est-ce qu'on peut accorder la crédibilité aux élections? Oui, mais lorsque M. Kadima, le président de la CENI, avait épinglé cette question lors de l'une de ses interventions au centre Bossolo, il avait dit que dans les lieux où il y avait eu bourrage ou détention illégale des devs, les résultats de ces lieux-là, ou de ces milliers-là, ou de ces bureaux, de ces écoles-là, ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas pris en compte, il l'avait très bien dit. Et il nous avait dit que ces gens-là seront sanctionnés. Il a tenu à sa parole. Comment vous pouvez nous faire croire que l'élection n'était pas crédible pendant qu'il y a eu des gens qui ont essayé de détenir illégalement des devs, qui ont fait bourrage des urnes? Mais comment on peut constater les irrégularités pour les scrutins législatifs et ne pas constater pour les scrutins présidentiels? Madame, de la même manière que le scrutin des élections législatives et provinciales ont été annulées, de la même façon aussi pour la présidentielle, cela a été annulé. Vous allez être de même avis que moi. Lorsqu'on publiait les résultats, il y avait une rubrique où on écrivait pourcentage de compilation, les taux de compilation. Les taux de compilation n'atteignaient pas 100%. Pourquoi cela n'atteignait pas 100%? Parce qu'on ne prenait pas aussi en compte le résultat de milieux où il y avait bourrage des urnes. On ne tenait pas en compte le résultat de là où il y avait détention illégale de devs. Parce que si on avait pris en compte tous les résultats là, on allait avoir des 80%, des 100%, des 90% lors des compilations. Il ne faudrait pas prendre un cas de figure, le mettre sur toute l'échéance électorale, madame. Nous devons par moment arrêter avec la diabolisation. Le peuple congolais n'est plus dupe. Aujourd'hui, le peuple congolais est éveillé et nous ne voulons pas de ces politiciens-là qui viennent essayer de nous diaboliser pour leurs intérêts. Parce que aujourd'hui, l'annulation pure et simple des élections va nous renvoyer au dialogue. Et au dialogue, là, ce serait pour le partage des gâteaux. Ce partage des gâteaux-là, ça serait pour les intérêts égoïstes et commun de toutes ces personnes. Ça ne sera pas pour l'intérêt général de la nation.
Merci beaucoup, merci pour ces très bons parlers. Vous avez très bien parlé en tout cas. Merci. Bien. Mais toujours, parlons toujours de l'élection. Voyons l'écart qu'il y a eu entre le candidat président. Qu'est-ce que vous en pensez? Soyez bref, s'il vous plaît. Parce que je vois le chrono qui est en train de... Madame, j'aimerais vous dire ici, la population congolaise avait déjà fait son choix. Et ce choix, c'était un choix de la raison. Ces choix, c'était un choix judiciaire. Ces choix, c'était un choix du développement. Ces choix, c'était un choix du changement. Ces choix, c'était un choix du décollage. Parce que, madame, toutes les personnes qui étaient comme des challengers de l'actuel président de la République, si je peux me le permettre de le dire, parce que je crois que la Cour constitutionnelle va valider, confirmer sa réélection. Toutes les personnes qui étaient ces challengers, ces gens-là n'avaient pas quelque chose à proposer. Ils n'avaient pas un programme qui pouvait être comparé à son programme. Il n'y en avait pas. Il s'était beaucoup plus figé aux injures, aux disqualifications. Or, je salue aussi les travaux abattus par l'équipe de campagne du président de la République. Ils ont fait une campagne à l'américaine. Et surtout la dernière sortie médiatique du président de la République sur Top Congo FM, c'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas d'eux. C'était un mea culpa. Et ce mea culpa-là a fait que le président puisse encore gagner les cœurs des Congolais. Et je m'irais dire au peuple congolais que tout ce que nous avons dit au chef de l'État, il va le mettre en pratique dans ces quinquennats. Et donc, vous pensez qu'il dira ce qu'il a fait, ce qu'il a promis? Tout ce que nous lui avons dit. Et ce qu'il a promis alors? Vous savez, madame, un chef d'État avisé n'est pas obligé de tenir sa promesse, même lorsque les conditions qui l'ont poussé à tenir cette promesse-là, à promettre ne plus d'actualité. Mais on doit ce qui est fait est fait. Nous avons tourné la page du premier quinquennat. Nous devons maintenant nous focaliser sur le deuxième quinquennat. Même s'il nous avait dit qu'il va nous donner la lune, qu'il n'a pas eu à le faire. Là, c'était pour le premier quinquennat. Nous sommes au deuxième quinquennat. Il nous a dit dans son programme, il va se battre pour la sécurité, la prospérité et pour la sécurité, la prospérité. Les derniers points m'échappent, mais ça va arriver. Donc, il a 3 axes majeurs dans son quinquennat. Et dans la prospérité, nous voyons beaucoup plus l'aspect social de la population. Je suis convaincu que dans ce deuxième quinquennat, le peuple congolais va manger jusqu'à sa fin. Merci beaucoup, monsieur Trésor Kafwa. Une dernière question. C'est Jordan Kafwa, merci beaucoup. Merci, monsieur Jordan Kafwa. Une dernière question pour chuter. Qu'est-ce que vous direz à ces candidats malheureux? À ces candidats malheureux, je leur dirais que nous sommes tous Congolais. Nous avons eu une bataille électorale. Ils ont perdu. Et pour l'intérêt général de la nation, ils doivent être des opposants démocrates. Ils doivent être des opposants républicains. Ils ne doivent pas être des opposants radicaux. Parce que l'échec de Félix Tshisekedi, c'est l'échec de toute la nation. L'échec de Félix Tshisekedi, c'est l'échec de toute la population congolaise. Et lorsqu'on parle de la population congolaise, nous les voyons eux aussi, ces candidats malheureux-là. Ils doivent retenir que si aujourd'hui Félix Tshisekedi échoué, ça sera l'échec de toute une nation, ça sera l'échec de tout un peuple, ça sera l'échec de tout le monde.
ils sont appelés à être des opposants démocrates, républicains. Lorsque je parle de démocrates et républicains, c'est-à-dire qu'ils doivent proposer des lois qui peuvent faire en sorte que... On en profite, ok, vous allez parler, mais vous allez vous adresser à la population aussi, pour savoir ce qu'il faut faire pour ces deuxièmes mandats, pour chuter et pour clôturer l'émission. À la population congolaise, je demanderai que nous devons, ou soit nous puissions être le plus exigeants possible. Si nous ne l'exigeons pas trop au président de la République ou à ses collaborateurs, laissez-moi vous dire que nous ne serons que de marche-pied. Là où ça ne va pas, dénonçons. Nous avons toutes les prérogatives possibles qui nous permettent de dénoncer, qui nous permettent d'exiger plus à ces gouvernants, afin que nous, les gouvernés, nous puissions être aussi satisfaits. Merci, M. Jordan. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour ces sujets fructueux. Fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission. J'espère que cet échange vous a apporté beaucoup de connaissances et beaucoup d'éclairage sur les questions posées lors des élections. Je vous souhaite une bonne année. Et une bonne année aussi à Dorcas Lofalang qui nous suit, à toute la famille Chimanga. Et je prends rendez-vous avec vous le lundi prochain pour un nouveau numéro avec le même plaisir.